2 minutes pour booster la croissance de votre entreprise, un podcast productif proposé par Simple CRM. Aujourd'hui, je reçois Catherine, qui est depuis 1996 à la tête d'Approche Business Consulting, une entreprise qui est capable d'accompagner la vôtre, autant sur des thématiques de formation que des thématiques de levée de fonds ou de veille stratégique. Dans ce podcast, Catherine vous partage une partie de son vécu et entre autres comment elle a réussi à reconstruire son entreprise après la terrible explosion d'AZF à Toulouse qui entraîna la perte de toutes ses données clients et ce 4 jours avant sa clôture comptable. Un témoignage riche qui vous posera sans doute question. À signaler que l'interview a été réalisée via un outil de vidéoconférence, ce qui explique le son moins qualitatif qu'à l'ordinaire. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Catherine, qui est une personne multicasquette, on va dire, assez étonnante, avec un gros parcours. Donc, ça me fait très plaisir de la recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu, Catherine ? Je vais très bien. Très bien. Pas Oui. de rhume d'hiver ni rien. Enfin, on n'est pas en fin d'hiver. Ok. Alors, avant toute chose, une question toute bête, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, tout simplement ? Me présenter, écoute, je suis consultante, formatrice en stratégie d'entreprise, financement, transactions et gestion de la compétence, puisque je dirige aussi un organisme de formation. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose aussi large ? Et dans quoi as-tu fait rentrer ça ? Comment s'appelle ton entreprise et qu'est-ce qu'elle propose un peu plus en détail ? Alors, mon entreprise s'appelle Approche Business Consulting. C'est une société de conseil. Et en fait, il y a un fil rouge qui est tout simple, c'est entreprendre. Tu entreprends depuis le début jusqu'à la fin. Et puis, il y a des phases de maturité, il y a des questions que se pose l'équipe dirigeante. Et voilà, on y répond. On y répond de multiples façons, en conseil, en coaching, en mission de cession de parties d'activité ou de reprise d'activité, et en formant aussi bien l'équipe dirigeante que les collaborateurs. Ok, donc on est plutôt, quand tu dis entreprendre sur toutes les formes, on est plutôt quand même sur des boîtes qui ont déjà une certaine existence, une certaine taille. Tu vas peut-être pas prendre l'auto-entrepreneur qui veut se lancer. Alors, on a fait ça pendant des années, mais aujourd'hui, effectivement, notre cœur de cible, c'est plutôt la PME et plus. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a un problème récurrent qui font que les gens viennent vers toi ? Est-ce qu'il y a un point commun qui revient souvent ou pas ? Je suis curieux. Non, il n'y a pas de point récurrent. En fait, les gens nous connaissent pour un sujet qui les concerne et généralement ils n'ont pas la curiosité d'aller voir ce qu'on peut leur offrir derrière, ou du moins ils l'entendent pas. Ils entendent ce qui les intéresse sur le moment. Ouais. Voilà, on fait pas mal de coaching de dirigeants. On fait pas mal de sessions d'activité, c'est-à-dire on ne cède pas l'entreprise, mais on se sépare d'une partie d'activité pour se recentrer sur vraiment le cœur de métier et pouvoir y mettre les moyens. Ouais. Donc ça suppose un certain travail. Déjà, c'est trouver le repreneur pour cette activité-là, ou l'entreprise qui a envie d'élargir au contraire son spectre. Et puis après, il y a un travail de réorganisation et c'est là où Simple peut être intéressant parce que effectivement, parfois c'est un peu le bazar, quoi. Ouais. Alors juste petite parenthèse, je trouve ça assez intéressant. Je crois que c'est dans le deuxième bouquin que j'avais écrit de gestion d'entreprise, où justement j'expliquais que nous, on s'est pas mal construit comme ça, c'est-à-dire que quand on a un département qui commence à prendre trop de place dans la boîte et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à l'ADN de la boîte, par rapport à son métier, on en fait une boîte externe. Donc typiquement, suivi administratif impayé, c'est devenu une boîte externe. Et donc le but, c'est que dans cette boîte, au final, on pèse plus que 5%, quoi. Ça c'est chouette. Et donc nous les repreneurs, ce sont tout simplement les employés qui y sont. On leur pose la question: as-tu envie de devenir entrepreneur, d'avoir ta propre boîte? C'est une excellente solution.
Ouais. Et j'avais pris, je m'étais inspiré de cette technique des groupes japonais en fait qui ont quelquefois où ils se retrouvent avec un millier de boîtes parce qu'en fait ils restent actionnaires. Hein, c'est le principe, c'est qu'on reste actionnaire de cette boîte qu'on détache. Et voilà. Actionnaire minoritaire, d'abord majoritaire, puis de plus en plus minoritaire. Et c'est assez fou parce que j'ai vu des montages comme ça au Japon où tu as des boîtes qui ont 1000 boîtes parce qu'ils ont vraiment externalisé toute une série de problématiques. C'est plutôt que de faire des business units. Dans la même entreprise, en définitive, tu crées un râteau d'entreprise qui, du coup, ont une focale sur un secteur, sur un service, qui a son client majoritaire, on va dire, qui est son entreprise d'origine, quoi. Ouais. Alors, il y a un travail à faire parce qu'il ne faut pas qu'elle se rende non plus trop dépendante et trop fragile, mais c'est une excellente solution parce que c'est comme ça qu'on performe. Ouais, et puis tu vas avoir des gens qui vont être de plus en plus pointus sur une thématique ultra précise que tu n'auras peut-être pas dans une business unit interne où tu vas dire à la personne, bon, est-ce que tu peux pas aussi aider sur tel et tel truc? On se retrouve avec des gens qui deviennent hybrides, des personnes homme orchestre, on va dire. Qui sont moins bons. Après, toujours le danger, c'est peut-être que des gens passent d'une business unit à devoir trouver des clients. Mais après, bon, ce sont des process à mettre en place. Et puis, si tu as un département marketing qui peut aider ces business units autonomes désormais à se lancer, ça peut être chouette, quoi. Ça peut être chouette. Ça fait partie des services support que peut proposer la maison mère. Ouais, tout à fait. Ok. Et Approche existe depuis combien de temps alors ? Alors, aujourd'hui, on entre dans notre 27e année. Oh, respect. 27 ans. Voilà. C'est beau. Et ça représente à peu près combien de clients que tu as pu accompagner? Ça doit être énorme. Un millier, oui. Un millier. Waouh. 1 millier d'entreprises que tu as pu aider. Sans compter les solos. Les solos ou les particuliers, puisqu'on a aussi en formation ou en bilan de compétences des particuliers qui viennent se faire accompagner. Voilà. Donc, oui. Moi, j'ai une espèce de fantasme comme ça, c'est d'un jour imprimer un espèce d'arbre qui sont, ok, tu as le tronc, ce sont les entreprises, les gens que tu sais que tu as aidés dans l'entreprise, et ensuite dans les branches, tu aurais les employés, et puis ensuite aussi tous les sous-traitants, les gens sur lesquels tu as pu influer positivement. Je voudrais bien faire ça un jour dans un bureau, un énorme arbre pour matérialiser le côté positif, et quand tu parles d'un millier de clients, tu pourrais avoir un très très bel arbre comme ça. On peut avoir un très bel arbre, et je vais commencer à faire quelque chose un petit peu comme ça pour essayer de retrouver effectivement les gens. Notamment sur LinkedIn, voilà. Et tu t'y perds assez rapidement, quoi, parce qu'au bout de 10 ans, les gens changent de boîte souvent. Changent tellement, ouais. Donc, est-ce que c'est bien la même personne? Est-ce que, à ma retraite, peut-être, on va faire ce genre de travail. Alors, tu sais que dans Simple CRM, tu as des fonctions pour ça. T'as la fonction moteur de recherche. Je ne connais pas. Tu cliques sur la petite loupe, t'as le moteur Trends qui te permet de retrouver des gens sur Internet. Et puis t'as un petit module aussi pour LinkedIn. Quand t'as quelqu'un, tu peux l'importer de LinkedIn dans Simple CRM. Oui, tout à fait. Très utile. Très utile. Ok, justement, CRM, parlons-en un petit peu. Pourquoi est-ce qu'à un moment tu t'es dit j'ai besoin d'un CRM en fait? Question idiote, mais intéressant. Pourquoi? Alors, j'ai eu à une certaine époque un ERP que j'ai trouvé très bien, mais peut-être trop poussé par rapport à nos besoins trop complexes. Et on avait surtout besoin d'un outil qui nous permette de nous concentrer sur le marketing et le commerce. D'accord. Donc, c'était vraiment une CRM, ce qui nous permettait d'éviter que nos consultants, nos formateurs, ils se déplacent pas mal sur le terrain. Oui. Donc, chacun avait ses petits bouts d'informations, ses petits tableurs, ses infos sur sa messagerie, etc. Et j'avais beaucoup de mal à entretenir et à faire qu'on ait une base commune d'informations. Voilà. Donc, c'était centraliser l'information, c'était la transparence, c'était mettre au service de tous
tous les collaborateurs le même niveau d'information. Et puis, il y a aussi quelque chose qui reste présent, c'est que l'approche fait partie des entreprises qui ont été sinistrées au moment du très gros sinistre d'AZF sur Toulouse. Ok. On a perdu toute notre informatique, on a perdu toutes nos données. C'était en quelle année, ça, déjà ? Ça, c'était en 2001. Ouais. Oui. On a tout perdu. Donc, on est reparti d'une feuille blanche. Et ça a été, ça reste très présent, c'est-à-dire le fait d'avoir une CRM, ça veut dire que tu as tes bases de données qui ne sont pas dans l'entreprise, oui. Qui sont sauvegardées à l'extérieur, ce qui ne t'empêche pas d'avoir des documents dans l'entreprise, mais voilà, c'est aussi une façon, je dirais, de prévenir le risque majeur. Et comment est-ce qu'on se relève dans des pareils ? Est-ce qu'il y a des astuces ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont entendre ceci, qui ont eu un ransomware dans leur entreprise et qui se retrouvent aussi à perdre toutes leurs données. Nous, ça nous arrive d'avoir des boîtes qui nous disent voilà, on a tout perdu, on n'a plus rien, on doit repartir de zéro. Comment est-ce que toi, tu as pu reconstituer la data ? En fait, comment est-ce que tu as pu reconstituer le patrimoine de l'entreprise ? Parce que c'est ça que tu perds. Le reconstituer, c'est un peu compliqué. On ne reconstitue jamais complètement. Je pense que la première étape, c'est d'accepter le fait, d'accepter la situation qui s'impose à toi le plus rapidement possible. D'accord. Tant que tu l'acceptes pas, je dirais, tu vas essayer d'écoper un bateau qui est en train de couler et qui sombre à vitesse grand V. Donc c'est accepté. Ensuite, ce qui m'a bien servi, c'est que mon premier métier, c'était la gestion des risques d'entreprise. Donc, j'ai repris certains réflexes qui sont revenus très naturellement, c'est-à-dire de quoi on a besoin comme information minimum pour pouvoir reprendre le plus rapidement possible une activité. Ouais, minimum valuable project. Exactement. Le nœud dont on a besoin. Donc, se concentrer vraiment sur ce qui est indispensable. Et à partir de là, c'est de rendre petite abeille ouvrière de tous les jours. C'est à chaque fois qu'il y a un contact avec un prospect, un client, on enrichit la base, on enrichit la base, on enrichit la base. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive et on redemande aussi à des clients des documents, on leur explique la situation. On redemande alors certains clients. En 2001, il y avait encore beaucoup de papier, énormément de papier. Donc, on a reçu quelques enveloppes de clients sympas. On a eu quelques messages aussi par nos messageries. Donc, on a pu retrouver même pas un dixième de ce que nous avions. Ah là là, c'est terrible. Mais c'est une chance aussi, il faut le voir comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que plutôt que d'empiler les couches d'informations, tu ne gardes que l'essentiel, et tu recrées des outils plus simples, plus opérationnels, et donc tu vas plus vite. Et tu ne t'encombres pas de l'inutile. Ouais, quelque part, c'est bon. Enfin, après, c'est une force d'arriver à voir le positif, à avoir la chance et se dire, ok, quelle valeur ajoutée je peux tirer de cette terrible expérience pour reconstruire en mieux, quoi. Mais c'est pas évident. Et enfin, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont toujours dans cette logique de on-premise, donc de système installé dans leur bureau, gardez en tête que personne n'est à l'abri. Là, on a Catherine qui a connu un désastre, on va dire cataclysmique, parce que c'était fou. Nous, chez Simple CRM, là cet été, on a connu des inondations, 4 mètres d'eau, quoi. On parle quand même de toujours 12% de la population qui est sans logement. Hein, voilà, c'est vraiment catastrophique. Personne n'est à l'abri. On peut avoir des problèmes plus simples. Hein. Moi, je me souviens au début de ma carrière, j'avais une boîte de maintenance informatique. Un de mes clients, je lui dis branche un UPS, donc une grosse batterie sur ton serveur pour le protéger en cas de problème électrique. Il refuse en me disant que c'est trop cher. 2-3 semaines après, m'appelle, me dit que le serveur ne redémarre plus. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que le jardinier tondait la pelouse avec une tondeuse électrique. Il a tondu le câble électrique.
ça a engendré un court-circuit, mais malheureusement, le serveur, les disques durs n'ont pas survécu, sont complètement grillés. Et sur ce serveur, c'était un ERP comptable avec la comptabilité des 13 entreprises du groupe. Ils ont tout perdu. Voilà. Donc on a perdu toutes nos données à 8 jours de la clôture comptable. Voilà. Voilà. Mon Dieu. Alors après, on peut... on prend des sacrées leçons, hein. Ah oui, c'est sûr, ça on apprend à la dure, quoi. On est des gros bébés et puis on apprend à se relever, à marcher, voilà. Autrement, voilà. Il faut... rien ne sert de rester, je dirais, dans la situation où les choses sont bloquées, si ce n'est que de s'auto-flageller. Il faut changer de paire de lunettes, il faut continuer à avancer, il faut se dire que si on ne peut pas y aller par la grande porte, on va y aller par la bouche d'aération, on va faire autrement. C'est sûr. Voilà. Et puis on apprend. Je crois qu'il faut aussi beaucoup de curiosité, de créativité pour se relever. Rebondir, toujours. Mais c'est intéressant. Moi, voilà, c'était une période éprouvante émotionnellement, évidemment, et financièrement, mais très, très intéressante en termes d'apprentissage qui ont été vraiment ancrés, quoi. Il y a des choses qu'on fait plus, il y a des choses, il y a des choses, je dirais, je bataille avec un ou deux collaborateurs en leur expliquant, non pas parce que j'ai un TOC et que je veux pas qu'ils fassent d'une certaine manière, mais plutôt d'une autre, mais pour leur expliquer les impacts de certaines pratiques. Ouais. Voilà. Donc, on apprend. Ouais, mais pour ça, je vais rebondir sur notre thématique. Donc, quand on a typiquement, donc tu passes j'ai perdu mes données à un ERP, d'un ERP où tu te dis, c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin pour piloter le marketing, la vente, j'ai besoin d'un CRM pur et dur. Ce qui est toujours difficile, c'est d'embarquer les collègues, les utilisateurs des solutions là-dedans. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est la dynamique des entreprises apprenantes, les travaux entre autres de Peter Senge là-dessus, où on estime que les entreprises qui ont la meilleure croissance ne sont pas celles qui disent « Ok, pendant 5 jours, tu vas aller en formation », c'est ceux qui instancient une dynamique de formation continue dans l'entreprise. Et où on apprend tout le temps. Et donc, on va définir des process de manière à avoir un référentiel métier. Parce que, dans l'entreprise, on entend souvent « Ouais, mais désolé chef, on m'avait rien dit. » Et c'est sûr que s'il n'y a pas un référentiel métier sur lequel s'appuyer, on peut toujours dire qu'on ne savait pas. Et quand on va sur des changements pareils de paradigme, où toi, tu as dû faire des virages à 365 degrés quasiment, moi, je conseille toujours aux gens, faites des manuels, faites des procédures, appuyez-vous là-dessus pour que le changement soit ancré et surtout qu'il soit défini. Parce que dire aux gens, maintenant tu dois faire ça, si c'est pas acté, c'est pas facile. Mais j'y rajouterai un élément de plus. Dis-moi. C'est que tu peux faire les meilleurs manuels que tu veux. Ouais. Déjà, il y a ceux qui les liront pas, parce que ça les enquiquine. Ouais. Il y a ceux qui apprennent mieux en faisant. Bien sûr. La conduite, tu vois, en tutorat. Bien sûr. Mais c'est surtout si la décision, elle est prise collectivement, elle est mûrie collectivement. Impliquer les personnes dans la décision, dans la définition. On aboutit à un constat qui est que effectivement, on ne peut pas aller plus loin dans la performance parce qu'on est bloqué sur l'usage de quelques outils. À partir de là, tu as une maturité qui est atteinte collectivement sur la nécessité de changer, et à partir de là, tu lèves beaucoup de résistance sur le changement. Il y a une curiosité qui se met en place, et à ce moment-là, tu peux mettre les formations. Et à ce moment-là, tu peux... Mais tant que, tu sais, il reste toujours une personne, alors au commerce, à l'administration, dans le suivi client, il y en a toujours une qui te dit, mais moi je suis plus rapide avec mon tableau Excel. Oui, mais t'es la seule derrière. T'es la seule derrière, et l'erreur de frappe, elle existe aussi. Ouais. Et l'erreur de frappe, je dirais, si déjà les autres ne le savent pas,
Mhm. Il ne peut donc pas être corrigé. Ouais. Donc l'intelligence, c'est de le faire ensemble et c'est d'essayer de ramer aussi dans le même sens. Ouais. Bah, donc d'avoir d'abord un dirigeant, une dirigeante d'entreprise qui va réussir à partager sa vision aux autres et que cette vision anime la flamme de toute l'équipe pour avoir une cohésion, impliquer les gens dans la définition des bonnes pratiques et des process, parce que c'est vrai qu'un dirigeant va souvent avoir une vision de la bonne pratique, c'est ça, sauf que la personne du terrain, elle va te dire oui, mais attends, il y a l'exception A, B, C, D, et moi je te propose plutôt d'aller comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je vais te dire, toi, dirigeant, de toute façon, tu n'es pas dans le cœur du métier. Donc, il faut que tu redescendes sur terre. Mhm. Et c'est là où c'est intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire, parce que Tout à fait. c'est toute leur résistance du moment ou les résistances installées de longue date, Mhm. parce qu'un vécu, comment dire, avec des ailes un peu tronquées parce que ils n'avaient pas ce qu'il leur fallait en termes d'outils. Donc, mieux tu les écoutes, mieux tu peux retraduire ce qu'ils sont en train d'exprimer, d'essayer de globaliser ensuite tout ça dans une expression collective, du puzzle du nœud du problème. Et ensuite, la solution, tu as déjà embarqué l'équipe quand c'est pris collectivement. Et certaines fois, c'est les collaborateurs qui te convainquent que tu es à côté de la plaque, quoi, hein. Tout à fait. Faut savoir écouter, prendre du recul. Et j'en mettrai encore un autre éclairage là-dessus, c'est pour les boîtes qui ont une certaine taille, que ce genre de dynamique et de réflexion soit inter-BU, inter-département. Chez nous, chez Simple CRM, on a une pratique, c'est ce qu'on appelle les apéros productifs. On essaie de faire tous les 2-3 mois. C'est une après-midi le vendredi. On éteint les PC, on sort les tableaux blancs, on sort les bouteilles. Et on va Ça aide. Ouais, ça aide. Et on va noter sur le tableau blanc 2-3 problèmes et tout le monde donne son avis. Et c'est assez amusant d'arriver à ce que les gens du marketing trouvent des solutions pour les gens qui sont au support, que les gens du support vont trouver des stratégies pour la vente, etc. Parce que ils ont des contacts avec les clients qui sont différents, un regard sur les problématiques qui sont différents. C'est hyper enrichissant. Alors, on ne peut pas la bonne solution, mais c'est typique du brainstorming. On va rebondir des fois sur une idée qui est complètement farfelue pour créer des choses qui sont très belles, très intéressantes. Et puis ça permet aussi de valoriser les rôles des différentes BU entre elles, d'améliorer la communication. Enfin, c'est hyper enrichissant, quoi. Et tu te rends compte qu'effectivement, il y a des informations qui remontent et qui ne sont pas forcément véhiculées par les personnes qui sont en charge de telle ou telle activité, mais qu'ils posent un regard, qu'ils ont une vision, qu'ils ont une analyse et que tout ça est intéressant collectivement. Ouais, c'est clair, la force du collectif. J'ai une proposition, je vois derrière toi sur ton mur la citation de Simple, la CRM. L'ADN de l'intelligence, c'est de refuser la notion d'impossible. Ouais. Je t'en propose une, l'ADN de l'intelligence, c'est accepter la notion de possible. Aussi, c'est plus là, positif. t'es déjà en marche. C'est tout à fait, c'est sûr. Donc, tu as besoin d'un CRM à un moment, et comment est-ce que tu as structuré ta recherche d'un CRM? Comment tu t'y es prise? Comment je m'y suis prise? Je dirais déjà, quand tu n'es pas du domaine, tu t'informes. On a la chance sur Toulouse d'avoir une association qui s'appelle la Mêlée Numérique, donc on les salue. Qui regroupe tous les acteurs professionnels du numérique. Donc, ça te permet de savoir qui fait quoi. Et précisant qu'ils n'invitent pas que des gens de Toulouse, puisque ils invitent même des Belges. Donc voilà. Oui, tout à fait. Coucou la mêlée. Tu découvres qu'il y a des centaines et des centaines de CRM. Après se pose le dilemme, je m'y prends comment? Déjà, c'est définir. Alors, je pense que l'événement AZF nous a quand même aidé à définir ce sur quoi il fallait
qu'on se concentre, c'est-à-dire il faut pouvoir définir le process minima qui doit être couvert par le CRM, qui ne jette pas les outils de messagerie ou autres existants dans l'entreprise. Ce qui était important pour nous, parce que je l'expliquerai après, mais comme on a des métiers dans cette entreprise, plusieurs métiers, on a des contraintes où on ne fait pas n'importe quoi comme on souhaite. Et ensuite, c'était essayer de se dire le cycle de vie du client, avant qu'il soit client, comment on le repère, comment on l'a défini, et puis ensuite comment on va le suivre et jusqu'où on va le suivre dans l'outil CRM. Voilà. Et nous, on a fait le choix de rechercher un outil qui nous permette d'aller jusqu'à la facturation et après la facturation, de reboucler sur le cycle de vie. Cette personne qu'on a accompagnée par exemple en formation, à un moment donné va céder une partie d'activité et donc il faut qu'elle se retrouve d'une certaine façon prospect mais pour une nouvelle activité. Ouais. Donc elle rentre dans le process, voilà. Ça a été un élément. Donc ça a éliminé un certain nombre de CRM, de solutions. Et ensuite on s'est entouré de compétences. Donc on avait notre process à minima, on avait nos métiers, on connaissait les exigences de nos métiers. Et ensuite, on s'est entouré d'un consultant pour nous aider à faire le choix. Parce que c'est pas notre métier de connaître techniquement les outils. Il était hors de question pour nous d'avoir plusieurs CRM. Je te disais qu'on avait des contraintes, c'est-à-dire que quand on fait de la transaction ou du financement d'entreprise, on tombe sous une réglementation. De ce qu'on appelle des métiers réglementés en France, où je dirais depuis la connaissance du client, enfin du prospect, jusqu'à la remise des livrables, une fois que tu as terminé ta mission. Ça se fait avec toute une série de documents qui sont normés. Et que tu peux pas avoir de fantaisie là-dedans. Tout à fait. On va peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent que ce qu'on appelle le KYC, la compliance, etc., le parcours client réglementaire, ce qu'on est en train d'évoquer, ça vient du fait que des entreprises comme la tienne ont une responsabilité, c'est-à-dire que si les gens qui sont devant toi sont un groupe terroriste ou une organisation criminelle, c'est à toi de le découvrir, en fait, pour ne pas aider ces gens à blanchir de l'argent, Exactement. Voilà, construire un petit empire économique pour financer leur activité. Donc, les professionnels comme toi ont une responsabilité qui est lourde, qui est forte, et pour ça, il y a des process qui ont été définis pour vous aider à détecter et à lever le petit drapeau rouge quand vous dites ça me semble suspect. Donc, non seulement on doit le faire, en plus ça permet de remercier les clients qui sont pas propres de ce côté-là. Ça permet de se concentrer sur ceux qui peuvent nous dire d'où viennent leurs fonds. Et ça permet d'être toujours à jour par rapport à une réglementation, d'être toujours à jour, et on est régulièrement contrôlé. Tous les ans, on est contrôlé. On peut ouvrir n'importe lequel de nos dossiers, on doit pouvoir prouver qu'on a suivi le process et qu'on a fait les contrôles antérieurs avant d'ouvrir le dossier. Voilà. Et même pendant le vécu du dossier, parce qu'un dossier... Un dossier, par exemple, de transaction d'entreprise ou de levée de fonds, ça peut prendre 12 à 15 mois. Tout à fait.
Tout à fait. Voilà. Donc en 12 ou 15 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà. Et donc, ce qu'il faut pouvoir prouver quand on est en contrôle, en gros, si je schématise pour que les gens comprennent l'intérêt, c'est que tu rentres dans le CRM et tu as pour le dossier de la session machin. Voilà, on a demandé ces documents-là, on a vérifié ceci, cela. On a la traçabilité également de toutes les informations qu'on envoie aux clients pour justifier le devoir d'information, etc., etc. Donc, c'est hyper important. Sinon, les amendes sont très, très, très salées dans le secteur. Elles sont très salées et puis elles sont, je dirais, c'est du pénal. Ça va très loin, oui. Ouais, c'est du sérieux. Donc, il y a cette activité-là. Et puis, il y a aussi l'activité de centre de formation et de bilan de compétences. Donc, Approche est certifié Calliope. Maintenant, c'est une certification qualité qui est obligatoire en France pour pouvoir permettre à tes clients d'être financés dans leurs actions de formation par l'État, par les OPCO. Et là aussi, je dirais, il y a un process qui est très précis et il y a des règles. Très bon. Donc voilà, il fallait aussi que l'outil CRM puisse permettre d'intégrer ces métiers différents. Le conseil large, le coaching n'avait pas de contraintes. Par contre, ces métiers particuliers avaient leur propre process. On était organisé de façon plus ou moins empirique, mais tout était fait dans le bon timing et on avait été contrôlé de multiples fois, sans aucun souci. Mais on avait besoin, d'être plus rapide dans le déroulé du process. Ouais. Et d'avoir des sortes d'empêcheurs de pouvoir aller plus loin tant qu'on n'avait pas passé l'étape du contrôle. Voilà. Et c'est aussi une façon de sécuriser le parcours du client. Chez nous, c'est une façon aussi de... je te prends le cas de la levée de fonds. Il y a quelques années, on a fait une levée de fonds. Je ne dirais pas l'entreprise, mais d'une entreprise toulousaine. C'est tombé en plein milieu de la crise de 2008, la crise financière de 2008. Ouais. Donc nous avions nos investisseurs, fonds d'investissement, qui en 2008 ont décidé de faire une volte-face et de ne pas aller sur cette levée, de ne pas investir. Donc, il a fallu redémarrer le process à zéro, la recherche à zéro, redéfinir un profil d'investisseur, donc redémarrer le process à zéro. Et ce qui est sécurisant, alors commercialement, c'est pas facile à expliquer aux clients qu'effectivement, retour à la case départ, on a un peu l'impression d'aller en prison. Mais de lui dire, non, on change de profil d'investisseur, donc on refait les contrôles, on repart à la chasse, on est dans une période qui n'est pas du tout favorable, donc là, il va vraiment falloir faire un bon mariage et un mariage qui dure et un mariage heureux. Voilà. Donc, tu vas beaucoup plus vite. Tu reprends ton process à zéro, mais tu vas beaucoup plus vite dans les contrôles parce que tu as l'antériorité et l'antériorité, elle reste visible dans le dossier. Voilà, donc ça n'est qu'une façon de positionner le curseur en plus ou en moins et de pouvoir continuer à avancer. C'est sûr. Voilà, donc oui, l'aide d'un consultant pour choisir parmi, je crois qu'au final, il restait 3 ou 4 CRM possibles. Je dirais pas que le nom de Simple a remporté le choix, mais c'est vrai que j'ai trouvé que... Alors, les techniciens vont dire qu'il est ergonomique, votre CRM, mais moi je l'ai trouvé accessible quel que soit le type de personne. Parce qu'on a toujours les geeks, on a les réfractaires, on a les accros de l'Excel, et je trouvais qu'en définitive tout le monde y retrouvait un petit peu ses us et coutumes, n'était pas complètement déphasé.
et qu'on était bien dans l'esprit collectif d'avoir une base commune, d'avoir des process qui soient bien bordés, sur lesquels on ne puisse pas dévier, on ne puisse pas se perdre. Donc ça veut dire ne plus être efficace, perdre du temps, et ne plus agir là où il faut agir. Et en fait, Simple, il y a plein de petites astuces qui te ramènent dans le process. Ce qui est surtout intéressant, surtout pour les parties M&A, Calliope, etc., ce sont les modèles d'interaction, modèles de projet. Donc en un clic, tu vas pouvoir lancer tout un parcours avec toutes ces étapes qui sont tracées. Et pour des trucs hyper bornés comme le sont certains process de ton activité, c'est intéressant fatalement, quoi. C'est plutôt sympa. Comment ça s'est passé on appelle la phase douloureuse, l'implémentation en interne du CRM? Comment vous êtes organisé? Tu t'es fait accompagner? Comment t'as pris ça en main? Alors, ça n'a pas été si douloureux que ça. Ok. Parce que dès lors qu'on avait pris la décision collectivement, il y avait un certain appétit de découvrir. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la dirigeante a pu passer la flamme, l'importance du projet à l'équipe, et du coup le projet était porté par l'équipe. Ouais, j'ai été un peu vache, c'est-à-dire que on l'a pas engagé immédiatement après. Ok. Donc le soufflet est un petit peu retombé. Ouais. Mais il y avait dès qu'on en reparlait, je sentais que effectivement il y avait une sorte d'impatience. C'est quand est-ce qu'on y va. Donc on a choisi le moment de l'année parce avec nos métiers, on a des moments de l'année qui sont très 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 surchargés et d'autres qui sont plus calmes. Donc on a fait un travail préparatoire. Qui était de se dire, on met l'objectif à telle date et en rétro-planning, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On s'est réparti le boulot, on s'est réparti le boulot à deux en interne. Notre consultant est venu nous aider sur, je dirais, l'implémentation, sur la formation. Ouais. Sur une formation de base, parce qu'après il y a des tas de petits tutos qui sont très bien faits dans Simple, qui sont très courts et qui sont très bien faits. Et il faut juste taper les bons mots-clés pour trouver le bon tuto. Et après, c'est vrai qu'en 5-10 minutes, tu apprends. Tu peux commencer à utiliser Simple dans ses fonctions de base, j'ai envie de dire en une journée, tu es sur Simple si tu le veux. Ouais. Si tu le veux. Voilà. Moi, je travaille beaucoup. Je reste un peu formatrice, donc. Si surtout tu as la stratégie derrière, parce que, ce que je remarque toujours, c'est quand on parle de. Alors, je voudrais bien une fois trouver en fait un client qui va me dire que l'implémentation était douloureuse, mais à chaque fois que j'en parle avec le client, ils disent non, c'était facile, c'était bien, merde. Alors que dans des boîtes, je sais que c'est difficile, mais c'est pas difficile par rapport au produit, c'est difficile par rapport au brouillard qui existe dans l'entreprise, du fait que les choses ne sont pas définies, etc. Encore hier, j'ai discuté avec une boîte, il y a 0 objectif pour les commerciaux. C'est la base. C'était Pelé qui disait que si tu ne te soucies pas de la victoire, tu ne vas jamais gagner. Donc, il faut quand même te définir un objectif. C'est la base. Et donc, déjà, si on est sur le bien de savoir où tu vas, quoi. C'est ça. Et donc, déjà, s'il n'y a pas d'objectif de base, tu sais déjà qu'il n'y aura pas de process derrière, c'est certain. Et c'est là que c'est compliqué. Donc, c'est sûr que des boîtes comme toi où les process sont normés, définis, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu as défini ton MVP, tu peux avancer vite parce que tu sais ce que tu dois aller chercher comme information. Je veux faire ça, comment est-ce qu'il faut le faire? Si tu n'as aucune vision, tu vas nager. Et tu vois, je vais même un petit peu plus loin, c'est que
nous, on prend régulièrement des stagiaires chaque année. Ouais. On a un stagiaire ou 2 stagiaires pendant des périodes qui vont de 3 mois à 6 mois. Mhm. Nos stagiaires, ils rentrent rapidement aussi dans l'outil. Il n'y a pas besoin, comment dire, dans sa logique, il est simple. Il est, comment dire, tu sais très bien où l'outil t'amène. Mhm. Et on peut très bien mettre quelqu'un qui n'est pas compétent sur le sujet, par exemple, des transactions d'entreprise. Je dirais, il a un process qui est Mhm. Qui est défini. Ouais. défini et donc il le suit. Et Mhm. s'il lui manque une information, en tapant les mots-clés, je dirais, dans l'espace de recherche, il va trouver les documents, il va pouvoir déjà regarder ce qui a été fait, comment ça a été fait. Enfin, je dirais, la base de recherche, je dirais, tu cherches quelque chose, tu fais comment dans la vie courante aujourd'hui, je dirais, tu vas sur ton moteur de recherche et puis tu tapes 2-3 mots-clés. Mhm. Et tu vas trouver l'information. Après, il faut pouvoir choisir dans toutes les informations que te propose ton moteur de recherche. Mhm. Seul, c'est pareil. Tu vas avoir toute l'antériorité sur tel sujet que tu as demandé. Tu vas pouvoir retrouver les informations. Voilà. Et ce qui est chouette dans un métier qui est normé comme toi, avec des parcours clients, c'est qu'en fait, donc, ceux qui ne connaissent pas Simple CRM, une interaction, c'est quelque chose qu'il faut faire, une tâche, un rendez-vous. Et donc, on peut créer des modèles d'interaction, et ces modèles, on peut les rassembler dans un projet. Et donc, voilà, si ton projet, c'est de faire une tarte aux prunes, l'étape 1, c'est d'aller acheter les prunes. Et là, tu peux mettre un descriptif de ce qu'il faut faire. Donc, tu dois te rendre chez le marchand qui est à telle adresse, tu dois négocier pour atteindre un prix minimum d'autant, tu dois vérifier la qualité de la prune de telle et telle manière, tu dois acheter, tu dois payer, et quand tu as terminé, tu mets cette interaction en terminé. Étape suivante, etc., etc. Et le fait qu'on puisse mettre des descriptifs de ce qu'il faut faire pour la tâche, ça permet de rentrer de ce que je parlais tout à l'heure dans ces dynamiques d'entreprise apprenante où le collaborateur est vu comme un apprenant en formation continue. Et ce qui est très chouette, c'est que quand tu es aussi dans une démarche d'amélioration continue, à un moment, tu peux changer le process, donc tu vas aller changer le descriptif et automatiquement, toutes les charges de travail qui vont être créées par la suite vont être sur ce nouveau process qui est amélioré. Et on n'a pas besoin de faire des séances de formation complexes dans la boîte, c'est tout simplement, on envoie un petit message sur Simple Messenger. Les amis, vous allez voir, on a changé tel process, on l'a amélioré, merci de bien lire l'explication. Ils lisent et tout le monde est à jour sur les nouveaux process et les nouvelles compétences de la boîte. Ça, c'est super chouette. Il y a juste une chose à vérifier, c'est que tout le monde mette bien terminé dans le process à un moment donné. Ouais, Ça, alors dans le dashboard, voilà. tu as un bouton qui s'appelle retard qui te les liste. Hein. Voilà. Ouais. Alors effectivement, ça remonte dans les tâches à faire. Il y a une fonction que moi j'aime bien pour moi et pour ceux qui sont en contact avec les prospects, c'est la fonction API. Ouais. API, c'est assez génial parce que ça te remonte effectivement dans ta base à toi, mais va chercher aussi à l'extérieur ceux qui sont cousins germains avec la mission que tu viens de faire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je vais expliquer aux auditeurs auditrices. Donc, API, c'est l'IA qui est dans Simple CRM. Et API, elle est là pour accompagner les boîtes, les aider. Et un de ses rôles, c'est de trouver des clients potentiels. Alors, comment ça fonctionne ? Je fais toujours une petite métaphore sanguinolente, mais qui est simple à comprendre pour tout le monde. C'est quand il y a un serial killer qui tue plein de gens, la police scientifique va sur les lieux du crime, récolte des indices, donne les indices au profiler, le profiler profile l'assassin est arrêté. Ici, c'est pareil. La scène du crime, c'est le CRM. On a les gens qui achètent, les clients qui n'achètent pas, les clients qui payent à temps, les clients qui payent en retard, les clients qui payent pas, les gens qui se plaignent au support, ceux qui se plaignent pas, etc., etc. Plus on va mettre de métiers dans le CRM, plus on va avoir d'indices. Sur base de ces indices, l'IA fait le profilage d'une entreprise qui pourrait correspondre et va aller chercher dans une base big data où il y a toutes les entreprises françaises et belges, comme tu dis, des entreprises cousines, c'est-à-dire des entreprises qui auraient le bon profil, c'est-à-dire des entreprises qui achètent, qui payent, qui se plaignent pas trop. Si je schématise. Et donc, elle va soumettre aux commerciaux en moyenne, je crois que c'est 5 fiches par jour.
Et donc, on regarde, et puis si ça nous intéresse, on clique sur importer, ça crée la fiche société, et puis on peut essayer de démarcher cette boîte pour lui proposer nos services. Et ce qui est très bien, c'est que ça ne remonte pas sans contact à la fois. C'est par petites doses, donc c'est complètement absorbable dans le quotidien pour contacter ces entreprises. Et moi, je t'avoue que c'est quelque chose dans nos métiers du conseil, du coaching, de la formation, c'est quand même beaucoup plus soft parce que tu dois être comme moi, hein, nos messageries sont engorgées d'emailing, de sollicitations que nous n'avons pas demandées, dont très souvent nous n'avons pas besoin, mais sur lesquelles nous devons quand même passer quelques secondes, quelques minutes, et multiplié par autant de messages, c'est autant de temps qui est perdu et qui n'est pas consacré à l'entreprise. Donc moi je trouve qu'API c'est bien parce que ça permet de cibler des entreprises cousins germains dans la définition de leurs besoins, et qu'on peut simplement par un petit coup de fil faire savoir qu'on vient de terminer une mission sans nécessairement donner le nom du client, mais que s'ils avaient ce type de besoin, qu'on peut en reparler à un moment donné. Et ça suffit. Suffit. C'est quelque chose de très soft, qui prend très peu de temps, et qui désengorge les messageries. C'est sympa. Donc ta fonction préférée, c'est la détection de clients potentiels. Préférée, je l'aime bien celle-là, oui. L'aime bien. Les stats sont très bien aussi. Toutes les stats que l'on peut avoir, ça c'est bien pour piloter. C'est bien pour piloter parce que ça donne aussi des informations sur ce qui va pas dans le process. Donc ça permet de corriger. Ça permet de se concentrer aussi sur ce qui va bien pour pouvoir le reproduire plus facilement. Aussi. Voilà, donc aussi. De corriger aussi, de mettre en place des actions correctrices et de ne pas perdre. Voilà, moi je dirais que ça fait gagner beaucoup de temps en termes de gestion. Ouais, c'est le but. Par contre, il faut y être régulier. Ouais. C'est tous les jours. C'est tout le temps. Hein. De toute façon, à partir du moment où c'est ton carnet d'adresses, c'est ton calendrier, sont tes documents, nous, évidemment, on ne travaille que dans ça, on n'a rien d'autre. Nous, on est l'extrême, je pense encore. Quoique, j'ai des clients qui utilisent des fonctions que nous, on n'utilise pas. Parfois, tu as des clients qui te font des confis, tu dis « wow ». Je pense entre autres à MTD où ils ont fait un extranet pour leurs investisseurs qui sont eux sont en France et leurs investisseurs sont en Belgique, et du coup ils ont fait un extranet spécifique pour leur donner accès aux chiffres, etc. Ce que nous on ne fait pas. Clairement c'est riche. Justement, vu que c'est riche et que c'est assez vaste, est-ce que tu penses que tu devrais encore monter en puissance et en compétences dans le CRM ou le RP ? Alors écoute, on n'utilise pas toutes les fonctions de Simple. Parce que j'ai envie de dire le spectre est très large. On utilise ce dont on a besoin. C'est vrai que je découvre de temps à autre des fonctions que je connaissais pas. Parfois j'ai la curiosité d'aller dans les tutos justement et de me dire ah tiens oui ils ont ça, c'est génial. Voilà, on en découvre encore, mais oui, on pourrait monter encore en puissance et se former, mais
L'idée, c'est de simplifier le travail, c'est pas de surajouter des couches, etc. C'est de rester sur l'essentiel. Donc, on est loin d'avoir terminé de découvrir l'outil jusqu'au bout. Il couvre déjà 90% de nos besoins. Il peut certainement nous aider à simplifier encore d'autres choses. Donc, je pense que c'est un oui en formation pour voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser qu'on ne fait pas aujourd'hui et qui nous faciliterait la tâche. Voilà, je pense que par exemple, on pourrait progresser sur les tunnels de vente. Ouais. Voilà, je pense que Simple peut nous y aider. Ok. Bah, voir aussi avec la V10 qui sortira en 2022, où tu pourras entre autres changer les colonnes, changer les vues, faire du BI à chaque fois que tu auras une liste, etc. Il y aura peut-être des choses intéressantes aussi à ce niveau-là. On va tester quand ça sortira. Dernière petite question, ou avant-dernière plutôt, c'est si tu devais donner un conseil à une entreprise qui veut se lancer dans un projet CRM, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner ? Alors, je dirais, je tire ça de notre expérience. Imaginez que vous perdez tout du jour au lendemain. Sur quoi vous vous concentrez pour redémarrer dès demain matin, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Voilà, et à partir de là, soyez clair et précis et suffisamment détaillé dans vos process. Ne le faites pas seul, faites-le à plusieurs. Alors quand je dis alors faites-le à plusieurs, mais ne le faites pas sans. Voilà, définissez un comité de pilotage qui va bosser là-dessus et prenez des gens de tous les métiers dans l'entreprise pour couvrir l'ensemble du champ et mettez en commun ce qui est indispensable pour pouvoir travailler. Ouais. Ce qui est indispensable. Et à partir de là, quand vous avez un ensemble sur lequel vous êtes d'accord collectivement, vous avez les premières marches de l'implantation de votre nouvelle solution. Il restera embarqué ensuite sur l'ensemble des process, mais déjà vous avez levé une énorme partie des résistances et ensuite il faut que ça soit accompagné. Ouais. Franchement, il faut que ça soit accompagné parce que je pense que l'entreprise est la moins bien placée pour intégrer seule une solution CRM. On connaît nos métiers, on n'est pas du métier, on ne sait pas ce que la solution est capable ou pas capable de faire. Et puis quand on connaît son métier, on est incapable de se dire, au lieu de faire A, B, C, D, faire A, D, quoi, alors que quelqu'un d'externe va te le dire, va oser te bousculer, va oser remettre tes croyances en question. C'est prendre de la distance et de se dire, mais pourquoi vous passez par 4 étapes alors que vous pourriez le faire en une seule étape ou en biaisant et c'est des questions qu'on ne se pose pas parce que la routine, parce que on est déjà efficace comme ça, donc on n'a pas envie de perdre en efficacité. Ouais. Donc toutes les peurs reviennent au galop. Donc formation, oui, mais pour moi la formation n'est pas la première étape. La première étape, c'est vraiment la décision collective que l'on a besoin sur quel périmètre indispensable. Et à partir de là, je dirais, on a levé les résistances et on a attisé la curiosité de voir
tout ce que l'outil nous permettait de faire. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, le deuxième conseil, ce serait peut-être aussi de se dire que on peut pas tout faire et que peut-être c'est pas indispensable de tout faire. Définir MVP. On veut tout couvrir, on veut tout faire, on veut tout imaginer de ce qui peut arriver dans les 10 ans à venir. Voilà, un outil, ça évolue aussi avec l'entreprise. Tout à fait. L'entreprise, elle peut, voilà, on vient de connaître 2 années très 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 particulières. Il faut pouvoir se retourner très rapidement et de pouvoir changer de secteur d'activité, de typologie de clients, voilà. Et un outil CRM aide à faire ça. Et puis il se construit, il se paramètre au fur et à mesure des besoins. Ouais, il est agile, comme est l'entreprise. Je glisserai aussi un autre petit conseil dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, à la limite je mettrai le lien, c'est si tu fais cet exercice de te dire ok je perds tout, faites aussi l'exercice de définir par écrit comment vous allez piloter une communication de crise. Oui. Nous on l'avait fait. Et quand on s'est retrouvé avec tout le bâti du campus est détruit, il n'y a plus rien, on repart à zéro. Il faut communiquer vers les clients pour les rassurer, ce qu'on a fait. Nous, on a joué la carte de la transparence et j'ai été vraiment surpris du nombre de messages qu'on a reçus. Des gens qui nous ont dit mais génial votre communication, super et voilà. Parce que finalement, les gens ont peur et ne savent pas nécessairement que derrière leur serveur Simple CRM, il y a 4 copies derrière, donc on risque rien parce que c'est dans 4 pays différents en Europe, donc il faudrait qu'on ait 4 data centers. Alors pour le coup, c'est quand même fou parce que sur les 4, on a quand même eu 2 qui ont été sous eau. On a eu et la Belgique et l'Allemagne, c'est complètement fou. Mais bon, c'est pas grave, on en avait encore 2 et puis on a été en réinstaller 2 autres de secours pour prendre le relais le temps qu'on mette les choses en place. Donc, bref, voilà, faites ces exercices qui peuvent paraître inutiles. C'est un peu comme les exercices incendie quand on était à l'école, quand on était petit, voilà, ça sonnait, on devait courir dans la cour de récréation, etc. Les exercices incendie, ça... C'est une raison d'être, c'est que quand ça arrive... Mais c'est très intéressant parce que ça donne de l'agilité, ça redonne du peps au niveau créativité et du coup on revient avec un œil qui est beaucoup plus incisif dans ce qui est essentiel. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. Vous aussi vous avez connu une sacrée période, ouais. Oh, c'était sportif. Ok, super. Écoute, merci pour tes partages. Alors, une dernière question, j'ai dit Claude, c'était l'avant-dernière, c'est les gens qui veulent en savoir plus sur Approche, les gens qui veulent suivre, connaître ton actu, des gens qui auraient des questions, qui seraient intéressés parce qu'ils ont des idées en levée de fonds, fusion-acquisition, en formation, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, est-ce qu'ils peuvent te rencontrer, découvrir Approche plus en détail, site web, LinkedIn, raconte-nous. Site web, LinkedIn, l'actu est très régulièrement posté sur LinkedIn. Il y a toujours un numéro de téléphone. On a un site internet, approche.com. Et puis, les messageries fonctionnent aussi. Okay. Voilà, messagerie normale et messagerie LinkedIn. La messagerie normale, c'est info@approche.com. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui répond et on sera ravis de pouvoir partager avec vous. Ok, super. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast, comme ça les gens pourront cliquer pour aller te rajouter sur LinkedIn et visiter le site d'Approche pour découvrir vos offres. Je te remercie Catherine pour ton temps. Merci à toi. Je dirais c'est un partage toujours très intéressant. C'est la dernière chose que je voudrais dire dans ce podcast, c'est que il y a une facilité de communication et une proximité de la part de Simple CRM. Voilà, c'est une équipe aidante. Donc voilà. C'est chouette, ça me touche parce que informez-vous. Ce qui est amusant, c'est que Jeff de Harfang Lab, qui a été le premier invité du podcast, a dit exactement la même chose que toi. Voilà. Bon, donc il doit y avoir une once de vérité là-dedans. Une once. Ok. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, donc, via Simple CRM.
et Merci approche. pour cet échange, Brice, Avec plaisir. et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt pour plus de réussite sur crm-pour-pme.fr.